C'est la panique sur les marchés. Le Dow Jones abandonne 9% depuis ses plus hauts, suivi de près par le S&P, moins 10%, et bien sûr par le Nasdaq, qui est celui qui souffre le plus avec une perte depuis ses plus hauts de 15%. Les peurs sont bien entendu dues à la situation géopolitique, mais également aux agissements et aux propos de Donald Trump au sujet des droits de douane, et bien entendu certaines valorisations excessives pour les marchés qui craignent une récession. Alors est-ce le départ d'un grand marché baissier sur les actions américaines? Est-ce que c'est le moment de vendre pour éviter le crash du siècle? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine The Big Short. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché sur cette page. N'oubliez pas bien entendu d'activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux bien sûr qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site du podcast de la bourse.fr, l'espace membre, l'espace de formation gratuit qui se trouve donc sur le site. Il y a plus de 500 maintenant membres qui ont rejoint la formation continue avec des contenus qui vont arriver pratiquement toutes les semaines. Et puis ensuite, voilà, bien sûr, nous avons un programme de formation avec MTT Premium pour ceux qui sont véritablement accros des marchés comme nous. Et puis, bien entendu, le nouveau programme, le programme MTT Découverte, qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Je remercie chaleureusement bien sûr mes partenaires qui m'accompagnent dans le soutien pour la création de ce contenu: Trade Republic, Euretia, ProRealTime et bien entendu Bitvavo. Alors, je réponds bien sûr, parce qu'il y a de l'actualité, je réponds à un message que j'ai reçu pas plus tard que ce matin de Bob l'éponge qui me demande: est-ce que vous avez des actions asiatiques pour vous la hausse de la consommation à venir dans cette région du monde? Bon enregistrement. Donc je salue bien sûr Bob l'éponge. C'est pas tous les jours quand même qu'on a un message de Bob l'éponge, hein. Ça prouve quand même que j'ai beaucoup progressé. Je lui réponds en lui disant tout simplement que oui, il y aura une vidéo la semaine prochaine spécifique sur le grand retour des actions chinoises. Je suis très heureux parce que c'est une personne que j'apprécie tout particulièrement. Alors bien sûr pour son professionnalisme et ses compétences sur l'analyse fondamentale des actions, mais également en tant que personne. C'est Marie, l'experte cofondatrice d'Ibou Expert, qui viendra avec moi la semaine prochaine, donc vous proposez, donc vendredi prochain, à la place de la vidéo classique, vous proposez, alors on verra peut-être 5-6 actions. Donc il y aura l'analyse, je sais que vous aimez bien l'analyse fondamentale assez précise de Marie, et bien entendu sur ma partie l'analyse technique. Donc voilà pour ça, que de bonnes nouvelles. Une autre très bonne nouvelle également, donc la semaine prochaine je serai à Amsterdam pour faire l'interview de Bitvavo, et comme vous le savez, je vous l'ai publié également sur les réseaux, comme vous le savez, Bitvavo c'est le sponsor de l'équipe nationale de football des Pays-Bas. Vous savez également mon goût pour ce sport là, et donc nous aurons bien beaucoup de cadeaux
cadeaux. Nous offrons beaucoup de cadeaux. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est un jeu gratuit, sans obligation d'achat, sans obligation d'ouverture de compte, ni quoi que ce soit, bien entendu. Mais sachez que, voilà, il y aura donc un tirage au sort parmi les questions qui me seront envoyées, puisque je vais poser des questions que vous m'avez, pour certains déjà beaucoup et nombreux envoyés. Donc, vous pouvez envoyer votre question à contact@lepodcastdelabourse.fr pour poser votre question et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort. Il y aura un second pour gagner un maillot, hein, j'ai pas dit, mais pour gagner un maillot dédicacé. Il y aura un second tirage au sort parmi les commentaires de la vidéo qui sortira dans à peu près 2 ou 3 semaines, je pense. Donc voilà, certainement 2 cadeaux supplémentaires avec également des goodies, etc. Bref, on va essayer de gâter tout le monde parce que c'est vrai que cette année, pour le début de l'année, il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause des marchés. Et à cause des cryptos aussi, hein, il faut le dire. Et donc, voilà, je salue l'initiative, bien entendu, de Quentin, le directeur France de Bitvavo, qui a voulu faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà, c'est génial. Et je suis très content, bien entendu, de faire partie de cette aventure. Voilà pour les actualités. Et on va passer, bien entendu, à la vidéo parce que c'est hyper chargé. Hyper chargé. Il y a beaucoup de choses à dire sur la partie macro. Beaucoup de choses à dire sur les actions. J'ai rajouté des actions encore parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Peut-être, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de demandes sur les titres à sélectionner. Donc j'ai essayé, voilà, de faire plaisir à tout le monde en faisant à la fois un suivi tout en comment dirais-je, tout en ajoutant, hein, de nouvelles actions. Donc voilà un petit peu ce qu'on aura. Stellantis, Air Liquide, Kering, Pernod, Rémi Cointreau, FDJ, Schneider Electric, Engie, ST Micro, Bisemi, donc les semis, hein, qui ont beaucoup souffert, ASML, les deux ASM, ASML, ASM International, ADN, Capgemini, SMCP. Worldline, on fait le suivi, Nexans, Steph, Total Energy, Téléperformance de Richebourg, Esso, Air France, Prodway, Alten, Pierre et Vacances, Veralia. On partira aux États-Unis avec Vertiv Holding. On parlera de DocuSign. On fera le point sur Novo Nordisk, Amazon, Tesla, Nvidia. A l'air qu'on a beaucoup souffert. Meta Platform. Je suis désolé d'ailleurs. Nvidia, je l'ai oublié la semaine dernière. J'en oublie toujours une, en général, dans le lot. Et puis, bien sûr, on parlera du titre à suivre et je vous montrerai quand même le screener Trend Following. Voilà pour un programme, vous avez vu, très chargé. Il y aura la partie également question de la semaine, également très intéressante. Donc voilà, ça va être une vidéo, à mon avis, un petit peu longue, mais très importante, hein. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps sur cette vidéo-là, bien le temps de la regarder du début jusqu'à la fin, parce que je pense que ça va vous apporter pas mal d'infos pour la suite. J'en profite évidemment, comme toutes les semaines, hein, pour remercier toutes celles et ceux qui m'accompagnent, toutes celles et ceux qui, semaine après semaine, laissent un commentaire, toutes celles et ceux qui, semaine après semaine, partagent et relaient cette vidéo hebdo sur les réseaux. Vraiment, ça fait chaud au cœur et c'est la seule et unique raison qui fait que tous les vendredis, même si des fois c'est un petit peu plus difficile, comme tout le monde, eh bien, je suis là pour vous accompagner. Et je pense que c'est dans les moments difficiles comme là que c'est le plus important. C'est vrai que généralement, c'est quand les marchés montent que tout le monde est là. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'être là justement quand on a des marchés comme ça qui sont beaucoup plus complexes. Voilà, donc grand merci. Et vraiment, merci mille fois et merci du fond du cœur pour tout ça. Bon, on passe au vif du sujet, bien entendu, avec... hop, j'active ma caméra, me voici moi là, avec le résumé de la semaine. Alors vous avez vu d'ailleurs, ma femme est en train de refaire la déco. Hop, je me mets de l'autre côté. Elle est en train de refaire la déco. Donc c'est pas fini, hein. Elle est tombée sur l'arrière-plan des vidéos. Elle a dit ça va pas du tout, il faut que je refasse ton arrière-plan, etc. Elle est en plein bricolage. Moi j'aime pas le bricolage. Donc voilà, mais je subis, hein. Donc c'est un peu il y a peut-être un peu des livres un peu à droite à gauche. On avait une immense bibliothèque. Bref, je vous raconte ma vie, mais tout ça pour dire que je subis les travaux de ma femme, hein. Donc vous le répétez pas. Le résumé de la semaine. D'abord la saisonnalité. Saisonnalité, on est sur... on vient de passer, a priori, statistiquement, le creux de la vague. Donc, on a eu un mois de février historiquement compliqué. On a eu effectivement une première quinzaine de mars également compliquée.
Donc c'est vrai, cette saisonnalité-là est complètement vraie, bien sûr, pour le S&P, mais elle est également vraie pour le Nasdaq, d'autant plus en année post-électorale où, vous le savez, le mois de février est un mois complexe. On a un graphique qui parle comme ça, voilà, où on a, alors c'est un historique de performance du S&P 500, ce ne sont que des statistiques, le but ce n'est pas de prédire l'avenir, le but c'est juste de dire que historiquement c'est quelque chose de classique, que l'on ait effectivement une baisse des marchés, qu'effectivement, à partir de la mi-mars, je rappelle qu'on est le 14, au moment où je vous parle, à partir de la mi-mars, généralement, on a plutôt un creux de marché. Généralement, statistiquement. Par contre, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que généralement, quand on a un mois d'avril négatif, c'est généralement lors des très mauvaises années. Donc voilà, c'est vrai bien sûr pour le S&P 500, c'est vrai pour le Dow Jones où la période février-mars, mi-mars, est une période avec des creux. C'est vrai également dans une moindre mesure pour le Nasdaq où c'est une période voilà, où il y a un petit peu plus de volatilité. C'est vrai également pour les indices européens avec le DAX dans une moindre mesure et avec bien sûr le CAC 40 également dans une moindre mesure où on a quand même pas mal de zigzags. À savoir que nous avons un drawdown actuel de 15% sur le Nasdaq, mais que habituellement, la moyenne, c'est 13,5. Donc, vous voyez, lorsqu'on regarde un petit peu l'historique de drawdown depuis 1971 sur le Nasdaq Composite, on n'est pas sur quelque chose de totalement anormal. On est plutôt même sur quelque chose de classique. Donc ça, c'est le constat que l'on fait sur les différents indices américains. Les indices européens, notamment le CAC, est beaucoup plus résilient. On peut l'expliquer de plusieurs manières, hein, sa résilience, on en a déjà parlé. Déjà, il avait beaucoup sous-performé ces dernières années, notamment l'année dernière, où c'était une sous-performance historique. Donc, il y a cet effet sous-performance qui fait que, d'après moi, eh bien, on a quelque part un petit peu cet effet rattrapage, hein, quelque part dans la baisse, qui fait qu'on baisse moins que les US. Premier élément. Deuxième élément, le CAC a eu un inconvénient aussi qui a fait sa sous-performance pendant des années, c'est que, eh bien, on avait beaucoup effectivement de bancaires et de valeurs un peu comme ça, des télécoms, etc. et qui sous-performaient, hein, bien sûr, les actions US. Et là, pour le coup, ça se transforme en actions résilientes. Donc, voilà, vous avez des performances sur certaines télécoms qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez les performances des bancaires qui ont été extrêmement intéressantes également. Donc ça, si vous voulez, ça tient à flot le CAC. Donc voilà, ça c'est pour la partie, si vous voulez, la partie performance actuelle des indices, c'est ce qui explique un petit peu les différences de performance. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est pour moi, aujourd'hui, hein, l'enjeu principal se déroule aux US. Aux US où, bien évidemment, nous avons eu, vous le savez, l'élection de Donald Trump et évidemment, comme régulièrement, Donald Trump est bien sûr un président qui est actif, au moins oralement. Et donc, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer et ce que le marché joue. Pour moi, encore une fois, c'est un avis, et encore une fois, je ne prends parti pour rien ni personne. C'est très important pour moi que vous ayez conscience de ça. J'essaie juste d'analyser factuellement les faits et d'en tirer un certain nombre de conclusions et surtout un certain nombre de scénarios potentiels. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux guerres en réalité aux États-Unis. La première guerre, évidemment, bien sûr, c'est la guerre géopolitique. Puisque on a un Donald Trump qui, parmi, d'après moi, ses volontés, en a trois principales actuelles. C'est un, la baisse du dollar. Il a réussi. Deux, résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine très rapidement. Et donc ça engendre ce genre de conséquences, c'est-à-dire des débats parfois violents, y compris avec Zelensky, mais également avec Poutine, parce que les médias se sont empressés, il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, 15 jours je crois, se sont empressés de critiquer, et ils ont eu raison pour le coup, la brutalité du président américain sur Zelensky. Bon, ils ont omis de montrer toutes les séquences du débat. Évidemment, ils ont montré que les extraits où Trump avait été violent et brutal, ce qui n'aurait jamais dû être d'ailleurs, de toute façon. Mais voilà, ils ont oublié de montrer la première partie du débat où c'est Zelensky qui a plutôt pour moi été incisif. Premier élément. Et surtout, le deuxième élément, ils ne mettent pas du tout en avant, les médias français surtout, pas du tout en avant, la mise en garde de Trump sur Poutine également, suite à l'accord potentiel d'un cessez-le-feu. Et Donald Trump a mis la pression à Poutine aussi là-dessus, en disant, bon, maintenant, le job est fait, c'est à toi, quelque part, voilà, de te soumettre et d'accepter le cessez-le-feu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
les médias français font un raccourci, je pense, je crois, je peux me tromper, trop rapide, d'alliance entre Trump et Poutine. Je pense que Trump est ami avec personne en réalité. Je pense qu'il n'est pas plus ami avec Poutine qu'avec Zelensky. Lui, son seul but, c'est lui. C'est lui, c'est les États-Unis. Et lui, il sait que de toute façon, l'objectif, c'est d'arrêter la guerre rapidement. Pourquoi pas venir prendre les terres rares en Ukraine et pourquoi pas faire du business derrière avec les Russes. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première, pour moi, guerre géopolitique est en train de mener Donald Trump. Donc là aussi, on a des rebondissements qui peuvent arriver. Deuxième guerre également qui est en train d'arriver, c'est très intéressant, c'est la guerre nationale. C'est-à-dire que Trump, et la photo parle d'elle-même, Trump regarde de travers Jérôme Powell, car les deux ont des objectifs différents. Il faut bien comprendre que pendant le Covid et le post-Covid, les États-Unis se sont fait très peur, et même le monde entier s'est fait très peur, avec une inflation très forte qui aurait pu basculer sur de l'hyperinflation. Donc ça fout la frousse, bien évidemment, aux US, d'autant que la dette est absolument colossale. Voilà, et donc effectivement, donc l'objectif, hein, bien entendu, le premier objectif de Powell, c'est de faire en sorte que l'inflation ne rebondisse pas, ou très très peu, et de maintenir des taux assez haut quand même, assez haut pour mener une politique qui est malgré tout, malgré la baisse des taux, toujours restrictive. Donc voilà, et évidemment, Donald Trump, lui, il veut strictement le contraire. C'est-à-dire que lui, il veut que les États-Unis réinjectent de l'argent, parce qu'il sait très bien que ce qui stimule la croissance ces dernières années, c'est les liquidités. Donc voilà, et je pense que Donald Trump, et d'ailleurs ses propos ne sont pas anodins, quand il dit « je ne regarde pas les marchés, je m'en fiche », je pense bien entendu qu'il ment, il bluffe, mais ce qu'il veut dire, c'est que, quelque part, lui, il serait pas mécontent si les marchés venaient à baisser, et il serait pas mécontent. Je dis pas qu'il va le provoquer, mais quand même, il serait pas mécontent qu'il y ait une petite récession aux États-Unis. Ça obligerait bien sûr Jérôme Powell à baisser les taux si le chômage repart, etc. Baisser les taux. Et là, bien entendu, Trump sortirait quelque part gagnant, parce que lui, même si les marchés baissent, il s'en fout un peu. Derrière, il va arroser bien entendu tout ça, et il va relancer. Voilà. Il veut, d'après moi, hein, il sait très bien que si la situation ne bouge pas, il va avoir 4 ans quelque part de zigzag, et il sortira pas par le haut de ce zigzag-là. Par contre, s'il y a une chute, derrière, il aura la capacité de réinjecter. Alors, c'est un jeu dangereux, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, pour ceux qui le pensent. Moi, je l'ai entendu, alors je sais pas si c'est le... Mais ça peut être un jeu dangereux, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il raisonne comme ça, sincèrement. Je pense qu'il raisonne comme ça, Donald Trump. Donc voilà, donc tout ceci évidemment crée de la volatilité sur les marchés américains. Ce qui a également créé de la volatilité, c'est les valorisations, nous en avons parlé. Ce qui a également créé de la volatilité, c'est les valorisations également sur, bien sûr, les 7 magnifiques, hein, et bien sûr les pondérations, puisque nous avions 10 des 500 actions américaines qui représentaient quasiment 38% de pondération, ce qui était beaucoup trop, et en termes de flux, bien évidemment, c'était trop important. Donc nous avons bien sûr les 7 magnifiques qui ont beaucoup corrigé, et c'est vrai que potentiellement la crainte que je vous disais de Donald Trump, où nous aurions effectivement un marché américain en range pendant des années et des années, eh bien figurez-vous que, moi vous le savez, hein, c'est le scénario que je vous propose depuis déjà l'année dernière, hein, c'est-à-dire que moi je pense qu'on rentre peut-être pas dans un grand marché baissier, mais peut-être dans un marché en range aux États-Unis pendant des années. On en a eu, hein, on a eu des cas comme ça. Hein. On a eu un très long cas, évidemment, entre 1930 et 1955, où vous voyez, on a eu quelque part un S&P 500 qui n'a pas fait grand-chose. On a eu un cas beaucoup plus resserré entre 1960 et des poussières et 1980 et des bananes. Donc voilà, où on a eu un rentrée. Et on a eu également la même chose entre voilà, 1998 jusqu'à 2012. Je pense à titre personnel, qu'on s'oriente sur quelque chose comme ça. Donc ça veut dire, alors ça veut pas dire qu'il y aura rien à faire, au contraire. Il y aura, vous le voyez, pardon, je suis allé un peu vite, hop, vous le voyez, il y a des jambes de baisse, certes, mais il y a aussi des belles jambes de hausse à exploiter. Voilà, jambes de baisse, jambes de hausse, il y aura des choses à faire, hein, c'est pas la question sur les marchés, vous inquiétez pas, il y aura des choses à faire. Bien entendu, tout ça également engendre également une bifurcation quelque part des flux. On l'a vu vers l'Europe, mais on l'a vu également vers l'Asie et la Chine. Donc tout ceci bien sûr porté par une
l'orientation possible mondiale vers l'Asie d'ici 2030 et d'ici 2050. Et nous avons vu donc, bien sûr, la Chine surperformer. La Chine, mais également l'Europe, avec le CAC dans un premier temps, mais surtout le DAX qui a progressé de quasiment 50% depuis 2 ans. Donc c'est absolument énorme, mais on notera, et on l'avait dit précédemment, on notera que c'est uniquement le DAX, donc les grandes capitalisations allemandes qui en ont profité, mais qu'à contrario, vous avez le SDAX, les petites capitalisations allemandes, et le MDAX, qui sont les moyennes capitalisations allemandes, qui elles en ont très peu profité, même si c'est pas à jour, hein, pour être tout à fait honnête, pas à jour, parce que sur le début d'année, c'est beaucoup mieux sur le SDAX et le MDAX, mais bon, voilà, vous avez quand même un écart de performance qui est quand même assez fort. Il y a eu beaucoup de publications, hein, bien entendu, qui sont passées, donc ça aussi, c'est important de le noter. Et d'ailleurs, cette semaine, hein, à la table des investisseurs, vous aurez une lettre qui récapitulera de manière très synthétique la plupart des publications que nous avons eues. Donc ça vous permettra, voilà, de faire un bilan quelque part sur les publications qui sont passées. Voilà un petit peu donc pour la situation macro géopolitique, hein, et donc on passe à la question de la semaine, question hyper intéressante qui concerne bien entendu, eh bien, la période, hein, également. Donc nous avons Nicolas qui nous dit Forstino, merci, je serais aussi curieux que tu parles de ton état d'esprit et confiance dans cette période. Tu t'en tiens qu'aux courbes. C'est une excellente question, hein. En gros, c'est que faut-il faire en gros, hein, quand on a ce genre de scénario. Alors, je vais vous apporter des éléments de réponse, hein. C'est que d'abord, alors ça me concerne moi, hein, bien entendu, là aussi, ne prenez pas ça comme une leçon ou comme une manière qu'il faut absolument faire. Je vous dis moi ce que je fais, je vous partage ma manière de faire avec voilà, beaucoup de modestie, bien entendu, hein. J'imagine qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais je vous explique moi comment je procède. D'abord, j'essaye d'avoir un process de réflexion. Un process de réflexion en établissant donc des scénarios. Des scénarios d'abord un peu comme on fait, hein, finalement dans les débuts de vidéo, c'est-à-dire un scénario un peu macro-politique, micro-économique également, avec les entreprises, voilà. Et donc j'essaye d'établir un scénario à 5 ans, à 2 ans et à 12 mois. J'essaye de voir un peu, de faire plusieurs scénarios, voir vers quoi on peut globalement s'orienter. Mais ce qui est très important, c'est que dans ces scénarios-là, il faut avoir bien conscience qu'il est impossible, très très rare du moins, d'avoir le scénario pile poil. Donc il faut avoir l'humilité de ne pas s'enfermer dans un scénario. Premier élément. Deuxième élément, avoir plusieurs hypothèses de travail. Avoir des scénarios privilégiés mais flexibles qui s'ajustent en fonction de ce qui se passe. Voilà. Quand vous avez une guerre, bah, tout à coup, vos scénarios avant sont plus les mêmes. Quand vous avez une crise du Covid, vos scénarios changent. Quand vous avez tout à coup l'inflation qui rebondit fortement, potentiellement, ça peut faire aussi modifier vos scénarios. Bref, il faut s'ajuster en permanence. C'est vrai sur les graphiques, mais c'est vrai aussi sur la macroéconomie. Comprendre également que tout est fractal. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, même si vous prévoyez un scénario baissier, un marché baissier, il faut bien comprendre que dans ce scénario baissier, vous aurez également des phases, des cycles, des sous-cycles qui vont générer des rebonds, des rechutes, des rebonds, des rechutes, des rebonds, des rechutes. Ça veut bien dire qu'on peut très bien, moi je peux très bien vous dire, et c'est plutôt ce que je pense d'ailleurs, qu'on risque effectivement d'avoir un marché américain qui souffre sur les 12 à 24 prochains mois, mais pour autant, on peut estimer qu'on va avoir de beaux rebonds à jouer. D'accord? C'est ça aussi qu'il faut bel et bien comprendre. Moi, la baisse des États-Unis, ça ne me surprend pas du tout, pour les raisons que j'avais évoquées depuis l'année dernière. Pour autant, je pense qu'on arrive là, potentiellement, sur des rebonds qui vont arriver très bientôt, pourquoi pas pour le mois d'avril. Voilà, je peux me tromper encore une fois, mais voilà. Donc je pense que globalement, sur toute l'année, ça va être compliqué pour les États-Unis. Donc, voilà, en fonction de... Vous avez rarement une année où ça ne fait que baisser sans rebond technique, d'accord? Donc vous avez toujours une, deux, voire des fois 3 phases, même dans un marché baissier, où vous avez des rebonds importants sur les marchés américains. Très important de bien comprendre ça. Et bien comprendre que ce sont aussi que des rebonds. Parce qu'il est très rare, très très rare, que vous ayez un marché en fait qui descend en ligne droite, sauf crash. Et quand c'est des crashs, généralement ça va assez vite. Ça ne dure pas 2 ans, un crash, hein. Heureusement, sinon on serait sur des performances négatives.
Donc pour répondre donc à Nicolas, hein, donc une fois qu'on a fait tout ça, toujours très important de valider son scénario par des graphiques. Si vous êtes haussier, attendre des signaux positifs, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc c'est bien joli de dire, pour certains, depuis 2 ans, les marchés américains vont baisser. Et au bout de 2 ans, dire, vous voyez, je vous l'avais dit, oui, ok, mais ça fait 2 ans que les marchés américains ne font que monter, donc tu as loupé une grosse partie de la hausse. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas avoir juste, c'est avoir tort. Donc avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est pour ça qu'il ne faut pas anticiper. Moi, j'ai un gros défaut, je vous le dis, hein, c'est peut-être mon défaut principal en analyse technique, notamment. Alors, sur l'économie, c'est moins grave, puisque quand vous avez des scénarios, même à 2 ans, 3 ans, même si vous avez raison trop tôt, c'est pas grave, puisque vous le faites valider, si vous voulez, par des signaux techniques. Mais il ne faut pas anticiper, ouais. N'anticipez pas. Vous perdrez plus d'argent à anticiper qu'à rentrer un chouïa trop tard et ne pas avoir le point bas, d'accord? Donc pensez-y, n'anticipez pas. Et enfin, bien entendu, là où pour moi un trader, un investisseur gagne le maximum d'argent, c'est lorsque vous avez un alignement de ces planètes, quand vous avez l'alignement entre le scénario économique, macroéconomique, les fondamentaux et l'analyse technique qui vous donne les signaux. C'est là en fait où vous maximisez. Pourquoi? Parce que c'est là en fait où votre confiance elle est au sommet, puisque vous vous dites tiens, le marché est en train d'aller vers ce que j'avais prévu. Et donc c'est là où potentiellement vous avez confiance, c'est là potentiellement où vous y allez, c'est là où potentiellement vous avez les plus gros gains. Voilà pour cette introduction. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Mais je pense que c'est vraiment primordial ce que je vous ai dit. Donc prenez ce que vous voulez, bien entendu, prenez ce que vous voulez et essayez dans la mesure du possible, bien entendu aussi eh bien de vous faire votre propre méthode, hein. Moi, je n'ai fait aussi, de par mon expérience, que de m'enrichir, hein, de beaucoup de gens talentueux. Et vous savez, ça, c'est un truc que je voulais dire aussi, hein. Il y a deux choses que je voulais dire, mais je vais commencer par la première. La première chose que je voulais dire, c'est que je me suis beaucoup enrichi de gens qui n'étaient pas talentueux. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que je pense sincèrement que j'ai beaucoup plus appris par les gens qui m'ont expliqué pourquoi ils avaient échoué que par les gens qui m'ont montré qu'ils avaient réussi. Quelqu'un qui vous montre pourquoi il est réussi, c'est pour ça que je trouve que voilà, de parler de performance, ça n'a pas vraiment de sens, pour une raison simple, c'est que si on vous dit je fais 100% par an, ou 80% par an, ou 40% par an, mais qu'on ne vous montre pas quelle est la méthodologie, bon, vous allez être content de la personne qui vous le montre, mais ça va rien vous apprendre. En revanche, quelqu'un qui vous dit j'ai fait moins 20% cette année, et voilà pourquoi j'ai fait moins 20% cette année. Parce que je me suis planté ici, j'aurais dû faire comme ça. Je me suis planté là, et j'aurais dû faire comme ça. Là, on apprend beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai la chance d'être avec Mika sur le salon. Et Mika, bon, a des performances exceptionnelles, mais il parle toujours de ses erreurs. Et moi, je me suis nourri de ces erreurs. Et c'est extrêmement intéressant de s'enrichir de ces erreurs, de ces expériences néfastes passées, pour pouvoir, nous, tout de suite, ne pas les vivre et corriger. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'on est toujours plus attiré par ce qui brille, on est toujours plus attiré par les gens qui vous vendent des performances exceptionnelles, etc. Mais je vous assure que vous apprendrez toujours plus avec des gens qui font preuve de modestie, d'humilité et surtout des gens qui vous expliquent, qui décortiquent leur méthode et qui vous la proposent. Voilà. Comme je dis souvent, une bonne méthode, c'est une méthode qui est réplicable. Si la méthode qu'on vous explique n'est pas réplicable par tout le monde, c'est pas une bonne méthode. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce que je voulais vous dire également, alors oui, bon, évidemment, hein, les marchés ont baissé. Donc, comme souvent dans les marchés qui baissent, eh bien, les gens sont nerveux. Et alors, pas trop moi, parce que bon, j'ai la chance d'être voilà, suivi par beaucoup de gens bienveillants, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais voilà, voilà, notamment certaines personnes qui, voilà, sur les réseaux ont arrêté, des créateurs de contenu qui sont plus petits que moi, mais qui ont arrêté de partager, car c'est vrai que sur certains posts, voilà, il y avait beaucoup d'agressivité ces derniers jours, beaucoup de nervosité, et certains voilà, le supportent mal. C'est pas évident, hein. Moi-même, quand je reçois voilà, des messages parfois violents, parfois des insultes, etc., croyez-moi, c'est pas évident à gérer. On essaye de le gérer, mais c'est pas facile. Donc faites attention. Voilà, n'oubliez jamais que quand vous vous adressez à quelqu'un, même si c'est sur les réseaux sociaux et même si c'est une personne qui est en face de vous, derrière un écran, qui est loin de vous finalement,
vous avez parfois voilà, un père de famille. Alors moi, c'est pas le cas, je n'ai pas la chance d'être père de famille encore, du moins. Mais vous avez parfois un père de famille, vous avez parfois une mère de famille aussi, parce qu'il y a des créatrices de contenu également. Vous avez parfois quelqu'un qui est dans le doute à titre personnel, qui peut-être a une journée ou une semaine difficile. Donc voilà, essayons d'être. Voilà, on peut. Moi, vous savez, je bloque que les gens qui sont méchants, malveillants, injustes, etc. Pour le reste, la liberté d'expression, moi, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Je suis pas comme ça. Mais juste, voilà, essayons communément d'être le plus bienveillant possible, même si je sais que aussi quand on a passé une mauvaise journée, quand on a notre portefeuille qui baisse, etc., et qu'on est un créateur de contenu qui vient quelque part parfois faire le malin en disant «Ah, j'ai une position gagnée, etc.», je comprends qu'on ait les boules. Je le comprends sincèrement. Mais voilà, ou ne répondez pas si vous avez les boules, ou répondez quelque chose qui peut passer d'un petit peu plus sympa. Voilà. Je ferme la parenthèse et donc je passe bien entendu à l'analyse du CAC. Donc le CAC, bon, on a un CAC qui a baissé, certes, hein, mais de manière quand même raisonnable. Hein, c'est moins 4. Hein, moins 4. Donc voilà. Pour le moment, on a des rebonds. Alors on a la zone voilà, 7950, 8000. Donc elle est large, c'est une grosse zone, elle est là. Voilà, qui semble donner un petit peu des rebonds. Est-ce que c'est celle-ci qui va tenir ou pas? J'en sais rien. La grosse zone, elle est en dessous, bien entendu. Voilà, la grosse zone, elle est en dessous. La très grosse zone, elle est là. Moi, vous connaissez mon scénario, puisque je vous l'ai exposé. Moi, je pense que, et je vais le redire, nous sommes en train, et il y a déjà un moment que je vous le dis, je pense que nous sommes en train, là aussi, quelque part, de vivre quelque chose que nous avons déjà vécu, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui va ressembler à ça. Et je pense que lorsque je le duplique, je pense que nous sommes sur quelque chose voilà, de très similaire. Voilà. Je pense que nous sommes sur quelque chose de très similaire. Et je pense, encore une fois, que voilà, on peut avoir derrière encore une poussée. C'est pas terminé encore, contrairement à ce que beaucoup pensent. Moi, je pense que c'est pas encore terminé. Et que voilà, on peut avoir encore une belle performance du CAC small et notamment des small caps. À partir de quel moment je vais changer d'avis? C'est-à-dire, pas changer d'avis, à partir de quel moment je vais invalider bien sûr tout ça. Mais pour moi, c'est toujours la même chose. La grosse tendance de long terme, elle est établie ici par ce support oblique. D'accord? Support oblique touché ici en mars 2020, support oblique touché ici en octobre 2022, touché ici en juillet, touché ici en novembre, en janvier, etc. Donc pour moi, de toute manière, tant que, pour le moyen long terme, tant qu'on s'installe, tant qu'on est au-dessus de cette oblique, il n'y a pas de sujet, on est haussier. On pourrait même tout péter à la baisse et revenir là, que je serai encore sur le côté des acheteurs. Partir du moment en revanche où on casse ça et qu'on construit là on fera extrêmement attention et là pour moi ce sera des positions short pour aller chercher beaucoup plus bas. Ok? Mais à ce stade, ce n'est pas mon scénario privilégié. C'est le second, mais c'est pas le premier. Pour le moment, je trouve que c'est extrêmement favorable. Extrêmement favorable. Donc on verra la construction là. J'ai tracé des pointillés parce qu'on va imaginer qu'on fait une séance verte, mais en réalité, je n'en sais rien. Je l'espère, c'est tout. Donc voilà. Donc premier scénario hyper positif, on fait ça. Voilà. Deuxième scénario, beaucoup plus large, beaucoup plus long, qui serait d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, c'est d'avoir un creux beaucoup plus élevé et ensuite d'avoir, alors c'est du scénario, hein, bien entendu, vous avez bien compris, et ensuite d'avoir un redémarrage. Et même, on pourrait même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire fabriquer ici et ensuite avoir ce genre de choses. D'accord? Tout ça pour dire que pour moi, vous avez une limite, la limite elle est là. Voilà. Tant qu'on ne repasse pas sous les 7004, voilà, pour moi, le scénario reste haussier. En revanche, et là aussi, vous le savez, si un des trois scénarios précédents, qui sont les mêmes finalement, c'est juste le point d'inflexion qui est différent, si un des trois scénarios ici se réalise et qu'on vient toucher ici cette zone-là, là, par contre, je serai le premier à vous dire, faites extrêmement attention. On aura le temps de le dire, vous inquiétez pas, je vous alerterai, mais si on a effectivement, surtout si c'est une hausse exponentielle un peu comme là, voyez, si on a ce genre de choses, donc il faudra faire extrêmement attention parce que derrière, on peut avoir aussi un scénario beaucoup plus difficile. Mais bon, ça, là, on est sur, on est sur l'étape, non pas numéro 2, mais peut-être numéro 3 ou numéro 4. Donc, il n'y a pas le temps encore de s'affoler parce qu'on peut profiter d'une belle jambe de hausse. Ok?
Donc voilà un petit peu mes différents scénarios. En ce qui concerne le CAC Small, maintenant, eh bien, le CAC Small, lui, voilà, on était là, donc on a dit, on avait pété cette zone-là. Donc voilà, on est repassé au-dessus de la M200, et donc je vous avais dit maintenant ce qu'il faut c'est construire au-dessus de la M200. Donc pour le moment ça n'a pas bien construit, donc il faut laisser là aussi petit à petit les choses se faire. Voilà, ça va être une figure probablement un petit peu plus importante, peut-être comme ça. Donc voilà, j'ai pas assez de bougies, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut pas définir une construction tant qu'on n'a pas beaucoup de bougies là, où il y a beaucoup de volatilité. Donc on est probablement au début d'un mouvement correctif. Mais le début d'un mouvement correctif se fait toujours avec de la volatilité au début. Et c'est ensuite que la volatilité se réduit et qu'ensuite vous décidez si vous cassez par le haut ou par le bas. Mais au départ, vous avez beaucoup de volatilité. C'est exactement ce qui se passe, un gros push, une grosse consolidation. Et je l'espère, nous devrions avoir, peut-être la semaine prochaine, c'est là aussi où ça va être extrêmement important de regarder comment se comporter court la semaine prochaine. Et je le disais sur MTT, vous le redis à vous, si la semaine prochaine vous vous emmerdez, c'est très positif. Voilà. Si la semaine prochaine, vous voyez des marchés qui font plus rien, vous dites, ah, les marchés sont... Vous commencez à lire à droite à gauche des créateurs de contenu qui vous disent, ouais, les marchés sont morts, ça fait plus rien, ça bouge plus, ce sera très positif. D'accord? C'est ce qu'on va observer, c'est ce qu'on va attendre. Évidemment, la semaine prochaine. Alors, on passe désormais aux actions. Il y en a beaucoup, donc je vais essayer de les passer rapidement, puisque, je sais pas, il y a peut-être 20 ou 25 actions cette semaine. Donc Stellantis, donc le titre a beaucoup souffert. Hein. Le titre a beaucoup souffert, Stellantis, avec voilà, une forte chute. Donc je vais vous la mettre plutôt en hebdo. Voilà. Bon, on est sur une belle zone, hein, toujours, mais bon, c'est vrai que c'est en train un petit peu voilà, c'est un petit peu plus difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, un petit peu plus difficile, donc on va voir si cette zone-là tient ou pas. Si elle tient, parfait, si elle tient pas, clairement, il faudra viser cette zone-là. Donc il se passe plus rien, hein, en journalier, donc nous on avait tenté des achats, là aussi, hein, pour montrer que, bah, voilà, il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas, ben là on avait tenté des achats, alors bon, on a pu remonter le stop, donc on s'est fait sortir sans trop de dégâts, mais... Voilà, il y avait une belle construction qui a cassé par le haut, mais voilà, tout de suite à l'entrée de gap ici, on s'est fait quelque part rattraper par la patrouille. Donc ça, c'est quand même globalement un tout petit peu difficile. Donc voilà pour le titre Stellantis. Pour le moment, je pense que bah, il faut patienter, hein, bien entendu. On passe ensuite à Air Liquide. Donc Air Liquide, toujours extrêmement ferme, voilà, extrêmement ferme. Il y avait ce support effectivement qui a fait attirer les investisseurs. Maintenant, moi, Stellantis, voilà, c'est toujours, pardon, Air Liquide, c'est toujours bien opportunité sur repli, donc éventuellement sur cette zone-là qui a fait support, là pour moi, même si on peut éventuellement chercher les plus hauts, pour moi, ce n'est pas une opportunité forte. Kering, donc Kering, hein, qui souffre beaucoup ce matin, moins 12,50. Alors là, patatras. Hein. Patatras. Donc, Kering, voilà, nous étions là. Il y avait tout pour repartir. Je suis un peu déçu pour le coup, parce que là aussi, voilà, j'attendais mieux. J'attendais beaucoup mieux de Kering. Voilà, on avait effectivement donc le push ici, dans la construction, le push, le retour ici, le pullback. C'était parfait, il manquait plus que le signal. Donc, je vous l'avais dit, hein, congestionner et repartir par l'eau, ben là, vous avez une news et poum, vous avez Kering qui rebaisse et donc qui revient sur l'ancien support. Donc voilà, il faut absolument, absolument que ça tienne. Il faut absolument que les 217, 218 tiennent parce que sinon, ça pourrait faire, bien entendu, extrêmement, extrêmement, extrêmement mal pour Kering. Donc voilà, beaucoup de déceptions, je vous avoue, sur Kering, parce que voilà, la construction était belle, mais voilà, tout est à refaire sur Kering, donc on va continuer à la suivre, hein, bien entendu. Pernod Ricard dans la difficulté, toujours dans la difficulté, la grosse zone, elle était là. Pour le moment... la construction est médiocre, voilà, la construction est médiocre. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est encore patienter, hein, c'est ce qu'on avait un peu dit, voilà. Espérons que cette zone-là, aux alentours des 95, tienne, mais là aussi, il faut laisser le marché faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Investisseurs, voilà, investisseurs, ben, voilà, je ne change pas mon avis. Hein. Il y avait une première zone qui était intéressante aux alentours des 114, il y en a une autre qui est intéressante aux alentours des 80, il y en a une troisième même pour plus tard ici.
Mais voilà, pour le moment, pour en tout cas les traders, il y a vraiment, vraiment pas grand-chose à faire. Rémi Cointreau, c'est pareil. S'il y avait du mieux, là aussi, beaucoup, beaucoup de déceptions, hein. Beaucoup de déceptions. Donc Rémi Cointreau, bien entendu, donc là, c'était une tendance haussière. Donc je vous avais dit, voilà, la zone, première zone d'investissement, ça je ne change pas, hein. Investisseur, c'est une zone 51 et il y en a une deuxième aux alentours des 16 jusqu'à 17. Et nous disions, donc moi-même, j'ai tenté un trade perdant. Donc là, vous voyez, moi je vous montre tout, il n'y a pas de problème, hein. C'est facile de montrer les trades gagnants aux gens, mais il faut aussi montrer les perdants. C'est ce que je fais. Et donc, voilà, moi j'ai tenté une position au-dessus ici des 50,85. Derrière, sorti le lendemain, voilà, on s'est fait déclencher ici sur la bougie du 3 mars, derrière sorti. Voilà, à moins de 3,62, bon, c'est pas dramatique, mais bon, c'est un train perdant. Et derrière, vous voyez, c'est là aussi où on se dit, bon, c'est pas plus mal, parce que derrière, au lieu d'avoir une perte de 3,62%, j'aurais une perte de moins 12. Pas la même, hein. Moins 12, et moins 12, là où on se dit, où ça continue fortement de chuter. Donc voilà, bon, Rémi Cointreau, tout est à refaire. La construction était belle, hein. Enfin, belle, était pas mal, hein. Voilà, on avait voilà, une petite congestion, on avait du mieux, mais la tendance est baissière, on est sous les M200, donc pour le moment, tout est à refaire. Et voilà, on peut commencer, si on veut, à tracer des obliques, etc. Mais voilà, espérons que ça trace un biseau descendant, mais ce n'est qu'une hypothèse de travail, bien entendu. FDJ, donc FDJ, on attendait le signal sur le support oblique, on l'a pas eu. Voilà, ce qu'on disait la semaine. Donc, souvenez-vous, hein, FDJ, donc c'est support oblique ici. Donc, on attendait ici, quelque part, voilà, un signal de retournement. On l'a pas eu. Par contre, on revient ici sur une belle zone. Donc, le même signal qu'on attendait plus haut, on l'attend plus bas, hein. Il n'y a rien qui change. Voilà, je ne fais que déplacer le problème. C'est même mieux, hein, quelque part, puisque du coup, on a un ratio gain-risque qui est meilleur, mais il faut attendre. Voilà, il faut attendre la construction, comme on l'avait eu là, comme on l'avait eu potentiellement là, etc. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Donc là, on a une petite réaction au moment où je vous parle, donc il est 10h, hein, au moment où je vous parle, donc il va falloir patienter. Mais voilà, pour le moment, on a une petite réaction, un petit marteau, on verra ce soir, on verra en clôture. En tout cas, c'est beaucoup trop tôt, à part si vous êtes trader agressif, à mon sens, ça reste beaucoup trop tôt. Schneider Electric, pour moi, oui, il y a eu un repli, mais pour moi, là aussi, c'est encore trop tôt. Lorsqu'on prend du recul, pour moi, on est dans un canal ascendant, on est sur le haut de canal. Donc voilà, plutôt achat pour les long-termistes, plutôt achat sur le bas de canal, donc éventuellement ici. Ceux qui veulent vraiment tenter des rebonds techniques, voilà, pourquoi pas aller regarder à proximité, voilà, du support oblique ici. Donc voilà, pourquoi pas, on verra si on a un petit signal de retournement pour les traders pour jouer à minima du rebond, ou si plus, si affinité, mais globalement, je suis plus en observation là aussi. Engie, qui avait, vous souvenez-vous, cassé donc cassé le gros la grosse résistance oblique ici de long terme. Donc, toujours pas mal, c'est très ferme. Et là aussi, on est pour moi dans la phase de zigzag. Donc là, ce qu'on attend là aussi, c'est voilà, repartir à la baisse, congestionner. Et là, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Donc toujours pour moi de l'observation. STM qui a également beaucoup souffert. Donc voilà, là aussi, ça fait partie des trades que j'ai pris et perdants. Donc évidemment, hein, dans cette période-là, il n'y a pas beaucoup de trades gagnants. Donc voilà, le seul trade, enfin un des beaux trades gagnants, on va dire, ces derniers temps, même si on trade très peu évidemment dans un marché qui baisse, c'était Ubisoft, ouais, pour vous dire. Ubisoft finalement qui nous a fait un peu de perf, mais voilà, globalement c'est plus difficile. Donc on est toujours dans la zone, c'est toujours dans la construction, mais bon voilà, c'est pas propre du tout, hein, en ce qui concerne ST Micro. Donc, donc voilà, vous voyez, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, hein. Quand on regarde un graphique comme ça, franchement, même les meilleurs analystes techniques, moi je trouve que là, la figure, elle ressemble pas à grand-chose. Donc voilà, c'est du zigzag. Est-ce que c'est un espèce de range? Est-ce que c'est... je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc pour le moment, globalement, c'est de la patience. Bissemi, donc on vous avait dit, on vous avait proposé la semaine dernière, là par contre, c'était intéressant. Puisque nous avions donc le support, donc souvenez-vous, hein, vous avez proposé donc ce support ici en... je vais vous le mettre en noir parce que blanc sur blanc,
ça ressort pas. Vous avez proposé ce support oblique ici en noir. Et bien regardez, le point bas, il a été fait dessus. Donc voilà, maintenant c'était difficile d'anticiper, surtout qu'il y a eu un gap à la hausse. Par contre, ça commence à être pas mal, hein. Par contre, c'est tout le paradoxe, c'est que ça commence à être pas mal, hein, puisqu'on casse l'oblique et on fait une petite congestion là. Donc quand même à suivre, hein, bisemi-conducteur, à suivre de très près pour éventuellement les prochaines semaines. En grande difficulté, les ASM, ASM Holding, bien évidemment. Là aussi, ASML Holding revient sur le gros niveau de support. Donc pour moi, je le redis, pour les long-termistes, c'est potentiellement intéressant. Donc là, on a pour moi une belle zone. Deuxième zone, elle sera là. C'est moins vrai pour ASM International qui a un potentiel de baisse légèrement supplémentaire, mais qui revient petit à petit vers une zone qu'on accueille, qu'on propose depuis si longtemps déjà. Voilà. Quand je parlais de cette zone, lorsqu'on était au 700 et quelques, tout le monde me disait t'es un fou. Mais la zone, voilà, elle est là, le bas de canal, support, 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 support ici. Donc ce support-là peut être une première zone, on verra pour la deuxième, mais ce support-là, 355 jusqu'à 383, peut être véritablement une très belle zone. Adienne, ma belle Adienne, vous savez que je l'aime beaucoup, qui a retourné pour moi la tendance ici, donc qui a brisé cet oblique ici en rouge, donc c'était vraiment pas mal. Donc on brise l'oblique, on fait la petite figure, on la casse avec excès et on revient pour moi sur l'oblique. Donc c'est là où il faut réagir, hein. Pour Adienne, clairement, c'est là où j'attends une réaction du titre pour éventuellement relancer, d'accord? Donc voilà pour le titre pour Adienne. On continue avec Capgemini. Capgemini, voilà. Qui revient aussi sur une première zone. Alors, petite opportunité, on va dire. Alors, moi, il faudrait que je la mette en hebdo, peut-être. Ouais, ce sera mieux. Donc, voilà. Première opportunité à renforcer aussi. Donc, opportunité pour moi dans la zone des 149. Donc, on y est, hein, on est à 147 ce matin. Deuxième opportunité aux alentours des 110. Voilà. Ça, c'est pour les investisseurs, pour les traders. Pour le moment, je n'ai pas véritablement de signal de retournement, quel qu'il soit. SMCP, alors on m'a dit, tu suivais de près SMCP et tu ne la suis plus. Est-ce qu'il y a des raisons? Oui, il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors, les dirigeants vendent, apparemment. J'ai vu des ventes de dirigeants, il me semble. Donc, ça, j'aime généralement pas trop. Maintenant, techniquement, tout n'est pas perdu tant qu'on reste au-dessus des 2,77. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est là aussi où la raison pour laquelle je l'ai sorti quelque part, c'est que voilà, il va falloir vraiment un beau setup pour y rentrer, car quand les dirigeants vendent comme ça alors qu'il y a une carotte, je me dis qu'en général, c'est pas forcément top. Donc on verra, hein, si c'est juste une vente comme ça, hein, ça arrive, ou si véritablement il y a des éléments qu'ils connaissent. Donc on verra déjà si on arrive à tenir. Après, je dis pas, hein, si on arrive là-dedans à construire et qu'on arrive à faire une petite congestion, bon, peut-être que j'irai, mais j'irai avec beaucoup moins de conviction qu'auparavant. Worldline. Worldline, bon, déjà, c'est baissier, hein, bien entendu, il n'y a pas de sujet. Moi, vous le savez, j'avais joué une partie du rebond là, très bien. C'est de la construction. Voilà, il y a eu une grosse chute, on a joué le rebond, on est dans l'étape supplémentaire, c'est-à-dire voir un peu comment on va construire là-dedans. Donc à suivre, hein, il y a une petite congestion qui se regarde. Pourquoi pas, mais voilà, c'est de la contre-tendance quand même, hein, et donc pour relancer, il va falloir véritablement repasser au-dessus des 7,25 €, 7,40 € pour espérer mieux. Donc voilà, objectif, hein, recasser tout ça, congestionner et repartir. Voilà, mais là aussi, à suivre, il faudrait pas retracer, pardon, faudrait pas retracer d'après moi, plus de la moitié du mouvement, hein, grosso modo. Si vous repassez sous les 6,53 €, ça montrera quand même globalement de la faiblesse, hein. Donc attention là-dessus. Nexans, elle repart à la baisse, mais bon, moi, c'était le scénario que j'avais un peu imaginé, hein, quelque part. Donc voilà, nous étions là, c'était la vidéo je sais pas, peut-être du 17 janvier. Je vous ai dit, voilà, rebond potentiel possible, car nous sommes effectivement sur une belle congestion, et on a eu effectivement un gros rebond. Mais voilà, je pense qu'on s'inscrit quand même dans un repli plus significatif, je pense, je me trompais, minimum sur le support oblique ici, voire plus si affinité aux alentours des 65-66, voire plus si affinité beaucoup plus bas. Bon, voilà, d'abord les deux premiers, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, pour du trading, pourquoi pas, pour de l'investissement, j'attendrai encore les niveaux en dessous, hein. En ce qui concerne Steph, donc Steph, j'ai deux zones de repli
très importante. Donc, il y a la zone de repli aux alentours des 113 et après, il y aura le support oblique ici de long terme. Donc, on verra. Là aussi, je ne peux pas vous donner un prix précis. Pourquoi? Parce que si la chute se fait comme ça, vous n'aurez pas le même prix que si elle se fait comme ça. D'accord? Le prix ici n'est pas le même qu'ici. Pour autant, dans les deux cas, on touche le support oblique. Donc, je vous donne un prix là, comme ça, un peu à la louche sur le support oblique, contrairement au support horizontal. Mais vous comprenez bien que ça aussi, ça fait partie des ajustements qu'il faut faire. Donc voilà, première zone en tout cas, c'est les 111 à 116 et la deuxième apparemment vers les 86 jusqu'à à quelque chose de près 91. Total énergie, bah, qui se tient sans plus, mais qui se tient malgré tout. Alors bon, c'est une tendance voilà, un peu stagnante. Donc on a fait pour moi effectivement pourquoi pas le pullback un peu exagéré. On est dans la construction pour moi sur Total. Donc il faut la suivre. Effectivement, il y a un retournement de la moyenne mobile à 200 jours. Bon, ok, c'est pas. Voilà. Mais on est toujours dans cette phase de construction, dans cette figure. Et il va falloir surveiller. Si on casse par le haut, c'est positif, bien entendu. Si on casse par le bas, c'est négatif. D'ailleurs, évidemment, même si elle n'est pas parfaitement corrélée au pétrole, il est clair que si le marché, là on a le pétrole qui est sur un support, je crois, aux alentours des 70 dollars, si le marché pète ce support, commence à aller vers les 60, les 55, je pense qu'on sera une récession et je pense que Total, évidemment, en souffrira également. A contrario, tant qu'on reste dans le marge de prix entre les 70 dollars et les 80-85 dollars, je pense que c'est extrêmement positif pour Total et je pense que du coup elle sera extrêmement résiliente. On se rappelle qu'en 2021-2022, lorsqu'il y avait la baisse majeure des marchés, eh bien, ces valeurs-là, les valeurs pétrolières, avaient été extrêmement résilientes. Je ne dis pas que ça va être encore le cas cette fois-ci parce que les raisons de la baisse sont différentes, récession notamment, mais voilà, ça fait partie peut-être des secteurs, notamment Total Energy qui a une vision beaucoup plus diversifiée que le pétrole, eh bien, ça peut faire partie également comment dirais-je, de quelque chose qui peut être intéressant, évidemment, à surveiller pour les prochaines semaines, les prochains mois. Téléperformance, alors, ça zigzague, alors c'est Téléperformance. Téléperformance, voilà, il y a de la volatilité, on le sait, c'est un titre volatile qui est devenu malheureusement volatile parce qu'à cette époque-là, il était beaucoup moins. Donc, on est sur un titre, évidemment, qui a beaucoup chuté. On est sur un titre qui tente quelque chose, on est toujours sur une tentative. Voilà, on a tout juste la moyenne mobile à 200 jours qui se redresse, tout juste. Donc pour le moment, c'est encore anticipé pour parler de retournement. On est sur un potentiel faux breakout, c'est ce que certains m'ont dit, ils n'ont pas tort pour le coup. Alors autant sur Elior, on n'était pas, souvenez-vous, sur un vrai faux breakout car on était sous la moyenne mobile à 200, mais là le faux breakout s'est fait au-dessus. Donc voilà, on a une réintégration. Ce qui va m'intéresser, c'est toujours pareil, c'est la construction. Et une belle construction là-dedans peut être un bon point d'achat pour tenter cette fois-ci la vraie cassure. Le stop est assez simple, il se met en dessous et vous visez le plus haut, le dernier top ici et éventuellement retour sur les 118, 120. Voilà, grosso modo. Donc, vraiment, pour le coup, là, c'est de la neutralité sur Téléperformance au moment où je vous parle. On est vraiment sur la moyenne mobile à 200 jours qui est plate. Donc, on ne peut pas faire plus neutre. Pour autant, on vient d'un marché très très baissier. C'est ça aussi qu'il faut... Certes, on est sur un marché neutre, mais on est sur un marché neutre qui était très baissier depuis 2022. Donc, il y a du mieux. Et donc, si on passe d'un marché baissier à un marché neutre, on a toutes les raisons d'espérer, de croire, sauf chute majeure des marchés, qu'on aura derrière peut-être un marché haussier, à condition que, évidemment, le CAC se reprenne, etc., etc. OK ? De Richebourg, DBG. Donc, DBG, là aussi, nous avons du mieux. Donc là aussi, on est dans la phase de construction, c'est-à-dire que effectivement, on vient là aussi d'un grand marché baissier, d'un grand biseau, de beaucoup de construction, voilà, beaucoup de zigzags, beaucoup de mouvements un peu atypiques, on va dire. Voilà. Mais bon, la construction est plutôt pas mal. On a cette espèce de tasse avec anse, réduction de volatilité, cassure, et là on est sur l'étape intermédiaire qu'on décrivait sur les semaines précédentes, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, mais on espère qu'on va avoir effectivement la construction d'une figure propre pour pouvoir éventuellement reprendre une nouvelle position. Donc à quoi va ressembler la figure? Parce que ça va être un range, un triangle, un biseau descendant, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, c'est plutôt pas mal.
Donc à suivre de près de Richebourg, si les small caps se redressent, hein, de Richebourg évidemment en profitera. ESSO. Donc ESSO, là aussi, pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Là, nous avions effectivement, donc on en avait parlé déjà dans le biseau descendant, on avait parlé de cette figure-là, la structure. Donc vraiment plutôt propre ESSO avec cette cassure ici de résistance, pullback. Là aussi, la belle congestion là. Derrière, on casse tout ça. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc là, de nouveau, il y a une belle congestion. Donc même, hein, celles et ceux qui veulent rentrer, pourquoi pas un achat au-dessus des 128,8. L'invalidation, il faut faire attention, elle fait des mèches, hein. Mais l'invalidation, pour moi, elle serait aux alentours des 116. Et qu'est-ce qu'on pourrait viser? Bah, vous prenez un peu des niveaux de retracement qui se recoupent avec des niveaux techniques, hein. Donc vous avez bien sûr, alors ce niveau-là, mais il est un peu court, je pense qu'il faudrait plutôt viser ça. Il faudrait ensuite peut-être viser ça, et ensuite, bien sûr, vous viserez le top. Voilà. Donc en gros, les niveaux qui peuvent être, pour un plan de trading, qui peuvent être cherchés pour ESSO. Donc ça peut être, voilà, là aussi, le secteur pétrolier peut être intéressant. Air France qui a bien retroussé chemin, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une grosse volatilité. Et on n'a pas eu ce qu'on espérait. Là aussi, vous voyez, c'est de la déception. On espère avoir une petite figure très rapidement. Bon, on l'a pas eu, elle sera a priori beaucoup plus large. Donc voilà, c'est comme ça. Si elle est plus large, par définition, c'est en général qu'elle est plus longue. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir effectivement une petite figure comme ça, eh ben, lorsque l'on a ce genre de truc, vous pouvez avoir une figure qui va être beaucoup plus longue et qui risque de mettre beaucoup plus de temps. Donc c'est tout le, voilà, c'est toute la difficulté. Ok. Donc là, sur Air France, pour moi, encore une fois, c'est de l'observation. Voilà. C'est de l'observation, mais voilà, on revient faire le pullback. À voir la réaction, à voir si on a la capacité là aussi de congestionner. Prodway, alors apparemment il y en a qui me le demandent régulièrement. Prodway, donc Prodway, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, j'efface tout ça parce que là, pour le coup, il faut pas hésiter, hein, à effacer les précédents brouillons. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal Prodway parce que effectivement, on a, bon, vous l'avez vu, hein, le setup très très intéressant, donc le redressement de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de s'opérer, donc c'est vraiment pas mal. Ce qui est pas mal également, c'est que, pardon, nous avions effectivement ici une belle congestion, nous avons également eu ici une belle congestion, donc évidemment là aussi à suivre, si on a une nouvelle congestion qui s'opère, pourquoi pas tenter quelque chose. Pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Je l'avais pas vu Prodway là pour le coup, j'avoue. C'est vraiment pas mal. Merci à celui qui a lourdement insisté pour que je, pour que je la fasse, mais c'est un plaisir, bien évidemment. Et je sais, beaucoup râlent que voilà, ils proposent des titres chaque semaine et que je les prends pas. Et il n'y a rien de personnel, hein. Vous savez, j'ai toutes les semaines 100, 120, 150 titres qui me sont proposés. Bon, j'essaye de tourner, mais j'essaye également de faire le suivi parce qu'il y en a certains qui aiment bien faire le suivi. Donc voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde et sincèrement, je ne vis jamais de ma vie. J'ai dit, c'est lui, je ne vais pas lui faire jamais de ma vie. J'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Bon, désolé si j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, j'essaye. Voilà. Alten. Alten, donc là aussi, nous sommes sur de la construction. Donc il y avait le gros niveau, souvenez-vous, hein, le gros niveau de support oblique. Donc pour les investisseurs, on l'avait dit, hein, aux alentours des 76,50. Donc certains ont pu déjà peut-être alléger, hein, à plus 30, plus 35, c'est déjà pas mal. Ou mettre un stop à break-even. Nous avions effectivement donc ce pattern qui était pas mal. Mais là, voilà, là aussi, pour moi, on est sur des constructions de figures qui vont être beaucoup plus longues. Donc voilà, donc à observer, nous verrons si, voilà, si on arrive, si Alten a la capacité quelque part de congestionner, de construire pour éventuellement relancer. Pour moi, Alten, comme beaucoup de valeurs, il va falloir beaucoup plus de réduction de volatilité, beaucoup plus de construction que cela. Vacances, Pierre Vacances, VAC, de la déception. De la déception, c'est un titre auquel je croyais, je crois toujours, mais pour le moment, il invalide le scénario. Puisque moi, ce que j'espérais, j'espère toujours, alors bon, c'est un titre qui est volatile, qui a tendance voilà, à déborder, comme là, etc. Donc, voilà, tout n'est pas encore perdu, bien entendu, mais c'est pas terrible quand même. Voilà, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est pas terrible pour le moment. Voilà, donc il faut vite réagir. Donc il y a une grosse zone effectivement de support qui est là, hein. On voit, c'est une grosse zone d'échange de prix. Il faut absolument que la semaine prochaine elle réagisse. Il faut absolument qu'elle revienne, qu'elle réintègre et qu'elle revienne ici. Puisque moi, le scénario que j'ai principal, c'est un scénario haussier pour éventuellement casser tout ça et démarrer une nouvelle tendance. Voilà.
Tout ceci sera invalidé définitivement quand? Ben, quand on aura cassé vraiment le support ici de 1,26. 1,24, 1,26. Si là, vous voyez véritablement que on repasse là-dessous, pour moi, là, on dégrade, mais là, on aura véritablement invalidé voilà, le scénario principal. Veralia, donc je vous avais proposé un achat la semaine dernière. Bah, pour le coup, je crois, le lundi ou le mardi, il y a eu une OPA. Le lundi, il y a eu une OPA. Bon, voilà, OPA ridicule d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, donc plus grand chose à dire sur Veralia. Hein. Alors certains m'ont demandé ce qu'il faut que je vende. Oui, moi je vends toujours les OPA, je cherche pas à comprendre. Voilà, il y en a qui espèrent derrière des propositions plus hautes, etc. C'est très rare et souvent on a des déceptions. Donc franchement, à mon avis, hein, je vous donne mon avis, moi je vends, je passe à autre chose. Et puis voilà, bon, voilà, je voulais répondre par rapport à Veralia, je voulais répondre absolument à ça. On part aux États-Unis avec Vertiv. Alors, Vertiv Holding, donc je ne connais pas, hein, Vertiv Holding, c'est effectivement vraiment intéressant, hein, c'est une belle tendance haussière. Bon, maintenant, je sais pas, éventuellement, voilà, on est pourquoi pas sur une zone intéressante. Bon, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, on est sur une zone intéressante, donc à suivre, oui, on a une zone de support oblique, pourquoi pas, à suivre. Si effectivement il y a un signal de retournement. Donc là aussi, voilà, on a une oblique voilà, qui se trace, hein, qui est assez propre. On a un biseau descendant qui a l'air de se tracer. Donc ça se surveille, oui, en effet. Si on a la capacité, là également, de repasser au-dessus. D'accord. Voilà, il faut que là aussi... Bon, il y a une belle congestion, hein. Ça c'est pas mal. Hein. Si on arrive à péter et si on arrive à relancer. Les volumes, comment sont-ils? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, baisse des volumes, belle congestion. Il faut réaliser le plus dur. Déjà, il faut repasser au-dessus des 89,60 $. Voilà. Déjà, on peut tenter un signal d'achat au-dessus des 89,60 $. Invalidation ici. On visera, vous avez un gap ici. Vous viserez l'entrée de gap. Voilà. Vous pouvez viser l'entrée de gap. Vous pouvez viser la fermeture du gap. Et vous avez un autre gap ici, vous l'avez vu, voilà, qui est ici. Donc voilà, vous pouvez viser les deux entrées de gap et la clôture du second. Ça doit être pas mal. Donc en termes de ratio gain-risque, voilà, ça a l'air de tenir la route quand même. Donc c'est correct. Ouais, c'est pas mal. En plus, tendance haussière, donc c'est plutôt pas mal. DocuSign, alors je crois qu'ils ont annoncé les résultats. Voilà, ils ont dû annoncer les résultats parce que ça a fait moins 6 hier. Donc voilà, DocuSign, pour moi, c'est un retournement de très long terme. Mais là aussi, voilà, comme tout retournement, une fois qu'on a fait le premier push, on a besoin, hein, une fois qu'on a fait la première poussée, on a besoin d'avoir la consolidation, la correction pour éventuellement redémarrer. Donc c'est ce qu'on attend. Hein. C'est ce qu'on attend. Et là, je pense qu'il faut également, voilà, il faut également patienter. Bon, vous avez une zone effectivement qui est intéressante ici, qui doit correspondre voilà, à quelque chose près de cette zone-là. Mais il faut patienter. Voilà. Ça peut être long, ça peut mettre du temps. Voilà. Vous pouvez avoir une figure là aussi qui joue du rebond, qui fait comme ça avant éventuellement de casser. Donc, là aussi, à mettre dans la watchlist, bien entendu. Mais pour le moment, on reste à l'écart, on reste en observation agressive, ce que j'appelle, c'est-à-dire on regarde très régulièrement DocuSign dans la watchlist. Novo, donc Novo, elle, alors, nous, on est rentré, hein, on a pris une petite ligne sur le salon. Alors, moi, j'ai pris une petite ligne à titre perso. Je dis bien petite parce que moi, je ne suis pas un fan des pharma. De toute façon, j'y connais pas grand-chose pour être honnête avec vous. D'ailleurs, ça fait partie de ma to-do, c'est de me former sur les pharma, les biotech, le secteur de la santé, où je suis vraiment une quiche, comme on dit chez nous. Je suis vraiment une quiche en termes de compétences fondamentales, hein, bien sûr, je parle. Alors oui, les valorisations, tout ça, oui, mais par contre, voilà, les médicaments, etc., les projets, les phases, etc., bon, c'est vrai que j'ai quelques notions, mais ça va pas au-delà, donc voilà, je vais pas faire le malin. C'est pour ça que quand je connais pas, voilà, j'ai investi parce qu'on est quand même sur une grosse zone, donc j'ai pris effectivement, bon, à titre perso, je suis assez content, je crois que je suis rentré à 75, donc voilà, mais bon, à 75,89, donc vous voyez, bon, je suis sur le niveau de prix. Moi, je vous avais dit 73 le niveau d'achat, la zone, voilà, elle est allée au plus bas à 73,80, donc on est dans la zone, pour moi, la première zone pour Novo Nordisk. Celles et ceux que ça intéresse, je pense qu'on est sur une première zone effectivement intéressante. Par contre, oui, ça peut lâcher, et donc prévoir bien sûr un renfort dans cette zone-là, entre les 50, grosso modo, et les 56 dollars, puisque c'est en dollars, c'est la cotation américaine que je vous montre. Mais bien entendu, elle est cotée, bien entendu, au Danemark. Donc là aussi, on m'a demandé si il valait mieux prendre la cotation américaine ou la cotation danoise, donc la couronne danoise.
Bon, c'est difficile de répondre, hein, parce que, évidemment, bon, les monnaies vont évoluer aussi. Quel est l'impact des monnaies? Combien de temps vous allez garder votre investissement? Sincèrement, j'en sais rien. Moi, j'ai pris en dollars parce que c'est celle que je montre, mais peut-être que ça aurait été plus judicieux de le prendre effectivement en monnaie danoise. J'en sais rien. De toute façon, on aura la vérité que bien plus tard, hein. Amazon, donc Amazon, effectivement, là aussi, bon, je suis très à l'aise avec Amazon parce que c'est l'action que je préfère au monde. Donc pour moi, c'est la plus belle entreprise au monde, Amazon. Pour moi, c'est la plus belle entreprise au monde. Donc je suis d'autant plus à l'aise que je dis, pour moi, on est encore trop cher. Et pourtant, croyez-moi, je n'ai que de hâte, c'est d'en reprendre. J'en avais pris en 2020. Mais depuis, j'en ai plus jamais repris. Voilà, enfin, je m'en suis séparé. Alors, je sais plus dans la montée ici. Oui, 2020, ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai pas eu la chute, mais j'ai pas eu non plus le rebond. J'ai loupé le rebond. Bon, bref, peu importe. En tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est d'en reprendre. Bon, elle a déjà baissé, en effet. Hein, elle a déjà baissé de 20%, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'on peut aller au-delà. Pourquoi pas chercher les moins 40. Donc, cette zone-là, donc la zone des 135 jusqu'à 145 dollars peut être intéressante. Bas de canal aussi, évidemment, peut être intéressant. Et éventuellement, vraiment, si ça part en cacahuète, entre les 90 et les 105 dollars. Tesla, qui a beaucoup chuté, hein, mais là aussi, elle avait beaucoup augmenté. Donc Tesla, voilà, énorme. Donc là aussi, hein, vous le savez, quand je vous avais montré le graphique mensuel, voilà. Quand vous avez montré, c'était même pas le graphique mensuel, c'était l'hebdo. Je vous avais montré l'hebdo, je vous avais dit, voilà. Quand on voit ce genre de mèche, on fait attention. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit cassure du plus haut historique, faites attention. Toujours, toujours, toujours. Je me répète, mais cassure du plus haut historique, faites extrêmement attention. C'est là où il y a le plus de faux mots. Je ne l'ai pas regardé, mais je suis à peu près sûr que dans cette zone-là, c'est là où il y a eu le maximum de volume. Voilà. Voilà. Regardez. Là où les gens vous disent il faut acheter quand il y a le maximum de volume, regardez où il est le point haut. Maximum de volume. Donc faites très 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 attention sur les cassures de plus haut avec beaucoup de volume. Ok? Donc voilà, par contre maintenant, oui, on revient sur des zones qui commencent à redevenir intéressantes. Donc on a une mèche basse là qui est en train de s'opérer, un marteau, etc. Donc on va suivre, on va suivre. Pour le moment, il n'y a rien. On attend. Il y a un gap ici qu'on a quasiment comblé. Donc maintenant, moi, je veux un petit pattern, comme ici, et un petit signal de retournement. Et là, on pourra jouer éventuellement Tesla, même si, malgré la baisse, la valorisation est encore chère. Nvidia, je perds ma voix, vivement que ça se termine. Nvidia, donc là, pareil, le mouvement, il a été proposé, le mouvement, depuis le 5 février. Vous avez dit de la hausse, de la baisse, et derrière des rebonds. Bon, exactement ça, la hausse, la baisse. À chaque fois qu'on revient, vous avez dit là aussi, à proximité, à chaque fois que vous êtes à proximité, vous pouvez jouer des rebonds. Ouais, ça va pas louper. Mais malgré tout, je pense qu'on va s'orienter sur un titre, voilà, qui va pas faire grand-chose peut-être pendant un an et demi. Mais par contre, n'oublions pas que ça reste une très belle tendance haussière et que chaque repli peut être aussi une opportunité sur le titre. Mais il faut de bons replis. D'accord? Là aussi, souvenez-vous ce que je vous ai dit pendant des mois. Alors là aussi, beaucoup de critiques évidemment que j'avais reçues pour les fans d'NVIDIA. Vous avez dit sur les plus hauts, traders, pourquoi pas, mais n'allez pas investir sur NVIDIA sur les 150. Donc voilà, derrière, il y a eu un repli quand même significatif, puisque depuis les plus hauts, on a perdu jusqu'à 30%. C'est pas rien, 30%. Donc voilà, je pense qu'il y a un potentiel de baisse supplémentaire, beaucoup moins grand, hein, évidemment. Hein. On avait encore pour moi 10% de baisse supplémentaire pour être gourmand. Mais voilà, déjà, ceux qui ont payé les 104, les 105, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que de payer les 150, vous comprenez? Donc voilà, il faut là aussi bien déterminer quelle est la hauteur de l'opportunité. Est-ce que c'est une petite opportunité, une moyenne opportunité ou une grande opportunité? Bon, sur les 150, pour moi, c'était même pas une opportunité. Là, en revanche, effectivement, sur les 105, c'est une jolie opportunité. Dans la zone des 95, ce sera une très belle opportunité. Et sauf vraiment catastrophe, mais dans la zone des 50, 60, ce sera une opportunité extraordinaire. Sauf si les comptes sont faussés, etc., comme certaines disent, évidemment. Bon, là, c'est autre chose. Meta. Bon, Meta, elle se tient toujours très bien. Ne pas omettre qu'on est bel et bien dans une tendance haussière, ne pas omettre qu'on a un support oblique qui lui aussi est très bien, ne pas oublier qu'on est également soutenu par une moyenne mobile à 200 jours. Donc là aussi, eh bien, on fait attention dans cette zone-là, si éventuellement on a effectivement un signal de retournement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de titres américains qui reviennent sur des grosses zones, des supports obliques, des supports, des bas de canaux, etc. de long terme. C'est la raison pour laquelle moi je pense
contrairement à ce que beaucoup disent sur les réseaux, je pense que la baisse des États-Unis, sauf Troisième Guerre mondiale, crack, voilà, tout à coup le chômage qui explose, voilà, des choses qu'on ne peut pas prévoir, hein, mais je pense techniquement que le gros de la première baisse, la première jambe de baisse aux US, je pense qu'elle est sur le point de se terminer, ou du moins le gros est passé. On peut avoir, voilà, on a un potentiel de baisse supplémentaire sur Meta, voilà, vous pouvez baisser encore de 3-4%, ou sur Nvidia encore de 5-6%, mais je pense que le gros est fait. Pour ça que d'après moi, encore une fois, je pense qu'on a peut-être entamé effectivement une baisse sur les États-Unis, mais dans la baisse, vous avez eu cette première vague de baisse importante qu'on a vécue. Je pense qu'on peut jouer un rebond technique pendant quelques semaines. Si on a les signaux, encore une fois, j'en reviens à ma première partie de vidéo, si on a les signaux techniques qui nous valident ce rebond technique. Par contre, je pense également qu'après ce rebond technique, il faudra faire attention parce qu'à tout moment, si on a des signaux de vente, on pourrait repartir avec le flux vendeur. Donc il faudra faire attention. Ok, voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Hein. Bon, je ne suis pas toujours, et puis c'est vendredi, mais j'essaye de l'être le plus possible. Donc on passe au titre à suivre et au screener. Alors, le titre à suivre. Alors, c'est un titre qu'on a déjà vu dans le titre à suivre, mais je vous avais promis de faire le suivi. C'est Kendrion. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup d'éditeurs à suivre. J'ai eu du mal à trouver, pour être honnête avec vous. Pour ça, je reprends le même aussi, parce qu'il est toujours à suivre. Donc, on est toujours là, sur Kendrion, sur un gros support oblique, effectivement, de très long terme. Il est encore plus propre en mensuel. Et vous voyez, on a voilà, une petite bougie mensuelle qui est assez intéressante, avec une belle réduction de la volatilité. Maintenant, comme je vous le disais aussi précédemment, on n'a pas encore le signal technique. On a eu un beau rebond, mais on n'a pas encore le signal technique. Le signal technique sera donné, je pense, par la cassure. Donc ici, hein, la cassure de cette zone-là, la zone des 11 euros, on va dire, grosso modo. Et si on a effectivement la cassure, on pourra voir si on a une petite congestion pour jouer ce mouvement-là. Donc il y a un gros ratio gain-risque. Donc on n'est plus très loin. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de la revoir. On n'est plus très loin, mais on n'y est pas encore. Donc à suivre de très près. Kendrion, donc éventuellement ces prochaines semaines. Et enfin, donc le screener Trend Following que voici. Je vous rappelle qu'il est accessible, le code est ouvert, accessible également sur l'espace membre du podcast de la bourse. Voilà, .fr. Voilà donc pour cette vidéo. Pour rappel, la semaine prochaine, donc vous aurez non pas une vidéo hebdo classique le vendredi, mais vous aurez la vidéo sur les actions chinoises et donc les actions chinoises avec l'analyse fondamentale grâce à Amaury de Ibo Expert et également avec l'appui donc de l'analyse technique pour repérer les zones qui nous intéressent. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À plus. Ciao.